L'étalon noir qui avait brisé les os de 3 dresseurs s'immobilisa sous la main tremblante d'Antoine. Dans ce regard échangé entre la bête indomptable et l'enfant affamé, 2 âmes brisées venaient de trouver leur salut. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin se couchait sur le petit village de Saint-Éphrem en Beauce, baignant les champs de blé d'une lumière dorée qui semblait transformer chaque épi en flamme vacillante. Antoine Beaumont, âgé de 12 ans, observait ce spectacle depuis la fenêtre brisée de la petite chaumière qu'il partageait avec sa mère. Ses mains, déjà marquées par le travail malgré son jeune âge, reposaient sur le rebord de bois usé. Le garçon était mince, presque frêle, avec des cheveux châtains qui tombaient en mèches rebelles sur son front. Mais c'était de ses yeux qui attiraient l'attention, d'un bleu profond qui semblait contenir toute la sagesse et la tristesse du monde. « Antoine, viens manger avant que ça ne refroidisse », appela Marguerite Beaumont, sa voix trahissant l'épuisement d'une journée passée à laver le linge des familles aisées du village. « J'arrive, maman », répondit Antoine, sans quitter des yeux l'horizon. La table était simplement garnie, une soupe aux légumes et un morceau de pain dur. Était tout ce qu'il pouvait se permettre depuis que Henri Beaumont, le père d'Antoine, était parti 3 ans plus tôt pour chercher du travail à Paris. Les lettres, d'abord régulières, s'étaient progressivement espacées jusqu'à cesser complètement. Personne ne savait ce qu'il était devenu. « J'ai entendu dire que le cirque lumineux arrive demain ?» dit Marguerite, en essayant d'insuffler un peu d'enthousiasme dans sa voix. « Peut-être que nous pourrons y aller dimanche, après la messe. » Les yeux d'Antoine s'illuminèrent momentanément avant de s'assombrir à nouveau. « Avec quel argent, maman ?» Marguerite soupira, passant une main fatiguée dans ses cheveux prématurément grisonnants. « Ne t'inquiète pas pour ça. Madame Rousseau m'a donné un peu plus cette semaine. Elle dit que je suis la seule à savoir comment entretenir correctement ces nappes de dentelle. » Antoine ne répondit pas, sachant pertinemment que sa mère mentait. Madame Rousseau, elle épouse du maire, était connue pour sa pingrerie. Marguerite allait probablement se priver de manger pendant 2 jours pour offrir ce petit plaisir à son fils. Le lendemain matin, le village S éveilla dans une effervescence inhabituelle. Le cirque lumineux s'installait sur le grand pré communal, déployant ses chapiteaux colorés et ses roulottes mystérieuses. Antoine, qui devait normalement aider le vieux monsieur Lambert à s'occuper de ses chèvres, avait été dispensé pour la journée. « Va donc voir ce cirque », avait dit le vieil homme avec un clin d'œil. « À ton âge, c'est plus important que de ramasser du fumier. » Antoine ne se le fit pas dire 2 fois. Il courut jusqu'au pré, le cœur battant d'excitation. Des hommes musclés plantaient d'énormes piquets dans le sol, tandis que d'autres déroulaient d'immenses toiles bariolées. Des femmes aux costumes étincelants s'affairaient autour des roulottes, et des enfants, probablement ceux des artistes, jouaient entre les caisses et les malles. « Et toi ? Pousse-toi de là !» Antoine sursauta en entendant cette voix autoritaire. Un homme trapu, au visage marqué par une cicatrice qui lui barrait la joue gauche, le toisait avec mécontentement. « Pardon, monsieur !» balbutia Antoine en reculant. « Marcel, laisse ce garçon tranquille !» intervint une voix féminine. « Il ne fait rien de mal. » Antoine se tourna vers la femme qui venait de parler. Grande, élancée, elle avait des cheveux noirs coupés courts et portait un pantalon, chose rare pour une femme à cette époque. Son sourire était chaleureux, contrastant avec son apparence peu conventionnelle. « Je m'appelle Éléonore », dit-elle en tendant la main à Antoine. « Et toi ?»« Antoine Beaumont, madame. »« Pas de madame avec moi, je t'en prie. Appelle-moi Éléonore. » Elle observa Antoine avec intérêt. « Tu as l'air d'un garçon intelligent. Ça te dirait de nous donner un coup de main? On manque toujours de bras et il y a une pièce à la clé. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. L'opportunité de gagner un peu d'argent tout en découvrant les coulisses du cirque était inespérée. «
Oui, Éléonore, je peux aider. Parfait, suis-moi. Éléonore conduisit Antoine vers l'arrière du campement, là où se trouvaient les enclos des animaux. Des chameaux somnolaient au soleil, quelques singes s'agitaient dans leur cage et un vieux lion fatigué reposait sa tête sur ses pattes. « Voilà ce que tu vas faire », expliqua Éléonore. « Tu vas remplir ces seaux d'eau fraîche et les apporter aux animaux. Ensuite, tu aideras à distribuer le foin aux herbivores. Tu penses pouvoir faire ça ?» Antoine hocha vigoureusement la tête. Il avait l'habitude de s'occuper des animaux chez Monsieur Lambert. « Bien. Mais, ajouta-t-elle en baissant la voix, quoi qu'il arrive, ne t'approche pas de l'enclos au fond, celui avec la bâche noire. » Naturellement, cette mise en garde ne fit qu'attiser la curiosité d'Antoine. Alors qu'il s'affairait à ses tâches, son regard revenait sans cesse vers cet enclos mystérieux. Qu'est-ce qui pouvait bien s'y cacher? Midi approchait, et Antoine avait déjà accompli la plupart des tâches que Éléonore lui avait confiées. La sueur perlait sur son front, tandis qu'il transportait le dernier seau d'eau vers l'enclos des chameaux. Ces étranges animaux, avec leurs bosses oscillantes et leurs yeux doux, le fascinaient. Dans son petit village, les créatures les plus exotiques qu'il avait pu observer étaient les ponts du château de la famille Montagne, aperçus de loin lors des rares occasions où il avait accompagné sa mère y livrer du linge. « Tu travailles bien, petit ?» remarqua un homme âgé qui s'occupait des lions. Son visage buriné témoignait d'années passées sous le soleil, et ses mains calleuses portaient d'innombrables cicatrices. « Je m'appelle Gustave. C'est la première fois que je te vois par ici. Je suis du village, » répondit Antoine en posant son seau. « Éléonore m'a proposé de travailler aujourd'hui. » Gustave hocha la tête avec approbation. « On a besoin de gars comme toi. Surtout depuis que cette bête nous donne tant de fil à retordre. » Le regard du vieil homme se porta vers l'enclos mystérieux couvert de la bâche noire, et Antoine saisit l'occasion. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. Gustave soupira profondément. Le cauchemar de Monsieur Philippe, un étalon noir comme la nuit, Tempête, qu'il l'a nommé. Acheter une fortune à un noble ruiné près de Bordeaux. Le vieil homme se rapprocha d'Antoine et baissa la voix. Ce cheval a le diable en lui, je te le dis. Personne ne peut l'approcher sans risquer sa vie. À cet instant précis, un fracas assourdissant retentit, suivi de jurons furieux. La bâche de l'enclos mystérieux s'agitait violemment, comme secouée par une tempête intérieure. Des hommes accoururent de toutes parts. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine, les yeux écarquillés. « C'est lui !» répondit simplement Gustave. « Il recommence !» Poussé par une curiosité irrésistible, Antoine suivit Gustave qui se dirigeait vers l'enclos. Une petite foule était déjà formée. La bâche avait été partiellement arrachée, révélant une partie de ce qu'elle cachait. Un immense cheval noir se cabrait furieusement dans un enclos renforcé. Sa crinière, longue et sauvage, semblait faite d'ombres mouvantes. Ses yeux, d'un brun presque rouge, brillaient d'une intelligence féroce et d'une rage indomptable. Un homme se tenait au centre de l'attention, le visage rouge de colère. Grand, imposant, avec une moustache soigneusement entretenue et des vêtements qui, bien que couverts de poussière, trahissaient une certaine opulence. « C'est impossible », rugissait-il. « Nous ouvrons demain et cette bête refuse toujours de coopérer. J'ai payé une fortune pour ce maudit animal. » Monsieur Philippe tenta d'intervenir Éléonore. « Peut-être devrions-nous renoncer à le présenter pour cette tournée. Il n'est manifestement pas prêt. » « Renoncer ?» Le directeur du cirque se tourna vers elle, incrédule. « J'ai fait imprimer des affiches dans tous les villages de la région. Le magnifique Tempête, le étalon noir légendaire, c'est censé être notre attraction principale. » Antoine observait la scène, hypnotisé par la beauté sauvage du cheval. Contrairement aux autres spectateurs qui reculaient à chaque ruade de l'animal, il s'approchait imperceptiblement, comme attiré par une force invisible.
Un homme en costume de dresseur, le bras gauche enveloppé dans un bandage ensanglanté, s'avança vers M. Philippe. « J'abandonne, déclara-t-il fermement. Cette bête a failli me tuer 3 fois. Je ne remettrai pas les pieds dans cet enclos. Lâche !» hurla M. Philippe. « Je vous paie grassement pour dompter cet animal. »« Aucune somme ne vaut ma vie, » rétorqua le dresseur avant de tourner les talons. Le directeur du cirque, désespéré, se tourna vers l'assemblée. « Y a-t-il quelqu'un ici capable de faire entendre raison à cette créature du diable ? J'offre 100 francs à quiconque réussira à ne serait-ce que toucher sa tête sans se faire démembrer. » Un murmure parcourut la foule. 100 francs représentaient une petite fortune pour la plupart des gens présents, mais le risque était considérable. Un silence pesant s'installa. C'est alors qu'Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Tandis que le cheval continuait de s'agiter violemment lorsque quiconque s'approchait de l'enclos, il semblait se calmer légèrement quand son regard croisait celui du garçon. Ce N était qu'une impression fugace, mais Antoine était certain de ne pas l'avoir imaginé. « Je dois rentrer », murmura Gustave à l'oreille d'Antoine. « Ma pause est terminée. Tu ferais mieux de ne pas traîner par ici. » Antoine acquiesça distraitement, mais ne bougea pas. Il était comme hypnotisé par le regard de l'animal. Éléonore remarqua son immobilité et revint vers lui. « Antoine, tu devrais t'éloigner. Ce cheval est dangereux. »« Il a peur, » murmura Antoine si doucement que Éléonore dut se pencher pour l'entendre. « Quoi ? Il n'est pas méchant. Il a peur, » répéta Antoine avec une conviction surprenante. Éléonore l'observa avec curiosité. « Comment peux-tu le savoir ?» Antoine haussa les épaules, incapable d'expliquer cette certitude qui l'habitait. Il avait toujours eu une affinité particulière avec les animaux, comprenant leurs besoins et leurs craintes d'une manière que lui-même ne s'expliquait pas. Le soleil commençait à décliner lorsque Éléonore annonça qu'il était temps pour Antoine de rentrer chez lui. Elle lui remit 3 pièces pour son travail de la journée. « Je reviens demain, si tu veux, » lui dit-elle avec un sourire chaleureux. « Tu es un bon travailleur. » Antoine serra les pièces dans sa main, sentant leur poids réconfortant. Ce N n'était pas grand-chose, mais cela aiderait sa mère. Pourtant, alors qu'il s'éloignait du campement du cirque, son esprit restait fixé sur le regard mystérieux de Tempête. Elle, les talons noirs que tout le monde craignait. Ce soir-là, Antoine rentra chez lui, le cœur léger, les 3 pièces serrées fermement dans sa poche. Il trouva sa mère assise à la table de la cuisine, raccommodant une chemise à la lueur vacillante d'une bougie. Ses doigts, rougis par l'eau froide des lavoirs, s'activaient mécaniquement, poussant et tirant l'aiguille avec une précision née de l'habitude. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle leva des yeux fatigués vers son fils. « Te voilà enfin !» dit-elle avec un sourire qui illumina son visage épuisé. « J'ai gardé ta soupe au chaud. » Antoine s'approcha et déposa un baiser sur le front de sa mère, avant de poser fièrement les 3 pièces sur la table. Le tintement métallique sembla résonner dans la modeste chaumière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marguerite, surprise. « J'ai travaillé au cirque aujourd'hui, » expliqua Antoine, ne pouvant contenir son enthousiasme. « J'ai aidé à soigner les animaux et ils m'ont invité à revenir demain. » Les yeux de Marguerite s'agrandirent en voyant l'argent. 3 francs pour une journée de travail, c'est... Sa voix se brisa légèrement. Ces 3 pièces représentaient presque ce qu'elle gagnait en 2 jours de labeur éreintant. « On pourra acheter du pain frais demain, » suggéra Antoine. « Et peut-être même un peu de fromage. » Marguerite passa une main tendre dans les cheveux de son fils. « Tu es un bon garçon, Antoine. Ton père serait fier de toi. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Mais ce cirque, les gens qui y travaillent sont-ils convenables ?» Antoine sourit, comprenant les inquiétudes de sa mère. Les gens du cirque avaient toujours mauvaise réputation dans les petits villages comme Saint-Éphrem-en-Beauce, considérés comme des vagabonds, des voleurs, voire pire. Ils sont gentils, maman. Surtout Éléonore. Elle s'occupe des costumes et aide avec les animaux. Une femme ?
Marguerite fronça légèrement les sourcils. Oui, elle porte même un pantalon. Antoine rit en voyant l'expression scandalisée de sa mère. Mais elle est vraiment gentille. Et il y a aussi Gustave qui s'occupe des lions. Et puis, Antoine s'arrêta, hésitant à mentionner Tempête. Il ne savait pas pourquoi, mais il ressentait le besoin de garder le cheval noir comme un secret, quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Marguerite remarqua son hésitation. « Et puis quoi, Antoine ? Rien d'important, » répondit-il en haussant les épaules. « Je suis juste content de pouvoir aider. » Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse dans le petit recoin qui lui servait de chambre, Antoine ne parvint pas à trouver le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Tempête, sa crinière noire fouettant l'air comme des flammes sombres, ses yeux brillants d'une intelligence farouche. Mais surtout, il revoyait ce bref instant où leurs regards étaient croisés et où, pendant une fraction de seconde, la fureur de l'animal avait semblé s'apaiser. Le lendemain matin, Antoine se leva avant l'aube. Il trouva sa mère déjà debout, préparant une simple bouillie d'avoine. « J'ai pensé que tu aurais besoin de force pour ta journée », dit-elle en lui servant un bol fumant. Antoine sourit, touché par l'attention. Ils mangèrent en silence, savourant ce rare moment de calme partagé avant que la journée ne les sépare. « Je serai de retour pour le souper », promit Antoine en enfilant sa veste rapiécée. « Et j'apporterai encore de quoi nous aider. »« Sois prudent », recommanda Marguerite. « Et n'oublie pas que dimanche, nous irons voir le spectacle. »« Je veux voir ce cirque qui emploie mon fils. » Antoine hocha la tête, excité à l'idée que sa mère puisse assister à un spectacle qui, il le savait maintenant, promettait de être mémorable, surtout si M. Philippe parvenait à dompter Tempête d'ici là. Le campement du cirque était en pleine effervescence lorsqu'Antoine arriva. Les artistes répétaient leurs numéros, les roulottes étaient ouvertes pour aérer les costumes, et les animaux semblaient plus agités que la veille, comme s'ils ressentaient l'excitation de la première représentation imminente. « Ah, te voilà !» s'exclama Éléonore en apercevant Antoine. « J'ai craint que tu ne reviennes pas après le cirque d'hier. »« Le cirque d'hier ?» répéta Antoine, confus. Éléonore rit. « C'est ainsi que nous appelons les disputes et les drames qui se déroulent en coulisses. Celui provoqué par Tempête était particulièrement spectaculaire. » À la mention du cheval noir, le cœur d'Antoine s'accéléra. « Comment va-t-il aujourd'hui ?»« Toujours aussi intraitable, » soupira Éléonore. « Monsieur Philippe a fait venir un nouveau dresseur de Limoges cette nuit. Il essaie sa chance en ce moment même. » Comme pour confirmer ses paroles, un cri retentit, suivi d'un fracas de bois brisé. Antoine et Éléonore se précipitèrent vers l'enclos de Tempête, rejoignant la petite foule déjà rassemblée. L'enclos, dont la bâche avait été complètement retirée, offrait maintenant un spectacle saisissant. Tempête se tenait au centre, magnifique et terrible dans sa fureur. Sa robe noire luisait sous le soleil matinal, et sa queue fouettait l'air avec violence. Face à lui, un homme à la carrure impressionnante se relevait péniblement, son costume de dresseur déchiré et couvert de poussière. « Cette bête est possédée !» hurla-t-il en crachant un filet de sang. « Je ne remettrai pas un pied dans cet enclos !» Monsieur Philippe, le visage déformé par la colère et l'inquiétude, se tourna vers le public improvisé. « 200 francs !» cria-t-il désespéré. « 200 francs à quiconque parviendra à monter ce cheval, ne serait-ce qu'une minute. » Un murmure parcourut l'assistance. 200 francs représentaient une somme considérable, plus que ce que la plupart des villageois gagnaient en un mois entier. Pourtant, personne ne se porta volontaire. La réputation de Tempête S était rapidement répandue, et nul n'était assez fou pour risquer sa vie, même pour une telle fortune. Antoine observait la scène, hypnotisé. Une fois de plus, il remarqua que le cheval semblait se calmer légèrement lorsque son regard croisait celui du garçon. Ce N n'était pas flagrant, juste une légère diminution de l'agitation, un imperceptible abaissement de la tête. Mais c'est
était indéniable. « C'est désespérant !» marmonna Gustave, qui venait d'apparaître aux côtés d'Antoine. « À ce rythme, notre première représentation sera aussi la dernière. Sans Tempête, nous perdrons la moitié de notre public potentiel. »« Pourquoi est-il si important ?» demanda Antoine, sans quitter le cheval des yeux. « Tu n'as pas idée de ce que M. Philippe a dépensé pour l'acquérir » expliqua le vieil homme. Cet étalon est issu d'une lignée légendaire, élevée par les Cosaques en Russie. On dit que ses ancêtres ont porté des tsars au combat. Monsieur Philippe a misé toutes ses économies sur lui, convaincu qu'il attirerait les foules comme jamais. Antoine hocha la tête, comprenant mieux l'enjeu. Puis, presque malgré lui, il fit un pas en avant, s'approchant de la barrière de l'enclos. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» siffla Éléonore en attrapant le bras du garçon. « N'approche pas de cette barrière !» Mais Antoine se dégagea doucement. Il y avait quelque chose dans le regard de Tempête, une solitude, une détresse qui faisait écho à quelque chose de profond en lui. Sans répondre à Éléonore, il s'avança jusqu'à toucher les planches de bois qui le séparèrent de l'animal. Un silence tendu s'installa parmi les spectateurs. Monsieur Philippe, qui s'apprêtait à partir, s'immobilisa en voyant ce jeune garçon s'approcher du cheval qui avait envoyé à l'hôpital 3 dresseurs expérimentés. « Petit, éloigne-toi de là immédiatement !» ordonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Tempête, qui piaffait furieusement quelques instants plus tôt, s'était étrangement calmée. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière en signe d'agressivité, s'étaient légèrement redressées. Il fixait Antoine avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité. « Bonjour, toi », murmura Antoine si doucement que personne d'autre ne pouvait l'entendre. « Tu n'es pas si terrible que ça, n'est-ce pas ?» Le cheval noir secoua sa majestueuse tête, faisant onduler sa crinière comme une vague d'encre. Il s'approcha de quelques pas, puis s'arrêta, comme s'il évaluait le garçon. « C'est incroyable », souffla Gustave. Il ne l'a pas encore chargé. Monsieur Philippe S. était rapproché, incrédule. « Comment fait-il ça ?» demanda-t-il à personne en particulier. Antoine ignorait tout ce qui l'entourait. Dans son esprit, il n'y avait plus que lui et Tempête. Lentement, avec des gestes infiniment délicats, il tendit sa main entre les planches de la barrière, paume vers le haut, dans un geste d'offrande et de confiance. Un murmure horrifié parcourut l'assistance. Éléonore fit un mouvement pour intervenir, mais Gustave la retint. « Attends !» dit-il simplement. Tempête resta immobile quelques secondes qui semblèrent durer une éternité. Puis, à la stupéfaction générale, il fit un pas en avant, puis un autre, se rapprochant de la main tendue d'Antoine. « Ce n'est pas possible !» murmura M. Philippe, les yeux écarquillés. Le souffle chaud de Tempête caressa la paume d'Antoine. Le garçon ne bougeait pas, maintenant sa position, regardant droit dans les yeux de l'animal. Puis, avec une délicatesse surprenante pour une créature aussi puissante, Tempête posa ses naseaux contre la main d'Antoine. Un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Ce contact simple et bref semblait défier toutes les lois de la nature. « Petit » appela doucement M. Philippe, craignant de briser ce moment magique. « Comment t'appelles-tu » ? « Antoine Beaumont, monsieur », répondit le garçon sans quitter Tempête des yeux. « Eh bien, Antoine Beaumont, » continua le directeur du cirque, « il semblerait que tu aies un don. Serais-tu prêt à entrer dans cet enclos ?» Cette fois, Éléonore intervint fermement. « Non, monsieur Philippe, c'est beaucoup trop dangereux. »« Je n'ai qu'un enfant. Je peux le faire, » affirma Antoine, retirant finalement sa main que Tempête suivit du regard. « Je sais que je peux le faire. »« Antoine, c'est de la folie, » insista Éléonore. « Ce n'est pas parce qu'il a accepté que tu le touches une fois qu'il ne te blessera pas si tu entres dans son espace. » Gustave s'approcha d'Antoine et posa une main calleuse sur son épaule. « Écoute, petit, ce que tu viens de faire est déjà extraordinaire, mais Éléonore a raison. Tempête est imprévisible. Je l'ai vu changer d'humeur en un clin d'œil. » Le visage d'Antoine se ferma, déterminé. « Je comprends ce qu'il ressent, » murmura-t-il. « Il a peur,
et il est en colère parce qu'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Il a été arraché à tout ce qu'il connaissait. Ces mots, prononcés avec une sagesse étonnante pour un garçon de son âge, résonnèrent étrangement. Comment ce jeune villageois pouvait-il comprendre avec tant de justesse ce que ressentait un animal aussi complexe? Monsieur Philippe observa Antoine avec un intérêt renouvelé. « Oh, de mon garçon, dit-il en baissant la voix pour que seuls ceux qui étaient proches puissent l'entendre. Si tu parviens à calmer ce cheval suffisamment pour que nous puissions l'utiliser dans notre spectacle, je te promets non seulement les 200 francs, mais aussi un emploi permanent au cirque. » Les yeux d'Antoine S. écarquillèrent. 200 francs représentaient une somme colossale pour lui et sa mère. Avec cet argent, ils pourraient payer leur loyer en retard, acheter des provisions pour l'hiver prochain et peut-être même un manteau neuf pour Marguerite, dont l'ancien était si usé qu'il ne la protégeait plus du froid. « Je reviendrai demain », déclara Antoine, prenant soudain conscience que le soleil commençait déjà à décliner. « Je dois rentrer aider ma mère. » Mais demain, j'entrerai dans l'enclos. Monsieur Philippe acquiesça, visiblement satisfait. Demain alors. Alors qu'Antoine S. éloignait, Éléonore le rattrapa. « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Oh, personne ne t'en voudra si tu changes d'avis. » Antoine sourit, touché par sa préoccupation. « Je dois le faire, Éléonore. Pas seulement pour l'argent, bien que ma mère et moi en ayons désespérément besoin. Je dois le faire pour Tempête. Il a besoin de quelqu'un qui le comprenne. » Sur le chemin du retour, Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire. Le contact avec Tempête avait éveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Un sentiment de connexion, de but. Pour la première fois depuis le départ de son père, il avait l'impression que l'avenir pourrait contenir autre chose que des jours de labeur sans fin et des nuits à s'inquiéter pour le lendemain. Lorsqu'Antoine franchit le seuil de sa chaumière ce soir-là, il trouva sa mère occupée à préparer une soupe aux légumes, le seul repas qu'il pouvait se permettre la plupart du temps. L'odeur familière des carottes et des pommes de terre mijotant avec un peu d'oignon lui rappela qu'il n'avait presque rien mangé de la journée, trop absorbé par les événements au cirque. « Te voilà enfin », dit Marguerite avec un sourire fatigué. « J'y étais inquiète. » Antoine déposa 5 pièces sur la table, le fruit de sa journée de travail. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent de surprise. « 5 francs ? Mais comment ? Monsieur Philippe, le directeur du cirque, m'a donné un peu plus aujourd'hui, » expliqua Antoine, choisissant soigneusement ses mots. Il hésitait à révéler à sa mère ce qu'il avait prévu pour le lendemain, craignant qu'elle ne s'y oppose fermement. Marguerite observa son fils avec attention, sentant qu'il ne lui disait pas tout. « Antoine, que se passe-t-il réellement ?» Le garçon soupira, sachant qu'il ne pouvait pas dissimuler la vérité à sa mère. S'asseyant à la table, il commença à lui raconter l'histoire de Tempête, l'étalon noir que personne ne pouvait approcher, et comment, inexplicablement, l'animal semblait l'accepter. « Et demain, conclut-il, je vais entrer dans l'enclos pour essayer de le calmer. Si je réussis, Monsieur Philippe m'a promis 200 francs et un emploi permanent au cirque. » Le visage de Marguerite pâlit visiblement. « 200 francs ?» répéta-t-elle, incrédule. Puis, réalisant ce que cela impliquait, « Mais c'est beaucoup trop dangereux. Si ce cheval a blessé des dresseurs adultes et expérimentés, comment peux-tu penser que... » « Il ne me fera pas de mal, maman, » interrompit doucement Antoine. « Je le sais, c'est tout. Il y a quelque chose entre nous, une sorte de compréhension. » Marguerite secoua la tête, les larmes aux yeux. « Antoine, je ne peux pas te laisser risquer ta vie. Nous nous débrouillerons autrement. Peut-être que Monsieur Lambert pourrait t'employer à plein temps dans sa ferme, ou... Maman. » Antoine prit les mains de sa mère dans les siennes, remarquant avec tristesse à quel point elles étaient rouges et gercées à force de laver le linge des autres dans l'eau glacée. Ces 200 francs changeraient notre vie. Nous pourrions réparer le toit avant l'hiver, acheter des vêtements chauds
et peut-être même un peu de viande de temps en temps. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Marguerite. « Aucune somme d'argent ne vaut ta vie, mon fils. Je te promets d'être prudent, » insista Antoine, « et je ne serai pas seul. Éléonore et Gustave seront là pour veiller sur moi. » Voyant que sa mère restait inconsolable, Antoine eut une idée. « Viens avec moi demain. Tu verras par toi-même que Tempête ne me veut aucun mal. » Marguerite hésita, tiraillée entre son désir de protéger son fils et la nécessité de gagner de l'argent. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement. « J'ai promis à Madame Rousseau de laver ses rideaux demain. Si je ne le fais pas, elle ne me paiera pas et nous avons besoin de chaque sou. » Antoine hocha la tête, comprenant. « Alors fais-moi confiance, maman. Fais-moi confiance comme tu faisais confiance à papa quand il disait qu'il reviendrait avec un bon travail. » Le visage de Marguerite se durcit à la mention de son mari absent. « Ton père ?» commença-t-elle, puis s'arrêta, comme si les mots étaient trop douloureux pour être prononcés. Finalement, elle soupira profondément. « Tu ressembles tellement à ton père, Antoine. La même détermination, la même confiance. J'espère seulement que ton histoire aura une fin plus heureuse que la nôtre. » Cette nuit-là, Antoine eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit était rempli d'images de tempête, de sa crinière noire flottant au vent, de ses yeux intelligents qui semblaient voir directement dans son âme. Il se demandait ce qui l'attendait le lendemain. Aurait-il vraiment le courage d'entrer dans l'enclos? Et si Tempête se retournait contre lui, comme il l'avait fait avec tant d'autres? Mais au fond de lui, Antoine savait qu'il n'avait pas à craindre l'étalon noir. Il y avait entre eux un lien inexplicable, une reconnaissance mutuelle qu'il ne pouvait pas mettre en mots, mais qui était aussi réelle que le sol sous ses pieds. L'aube pointait à peine lorsqu'Antoine se réveilla le lendemain. Il s'habilla silencieusement, ne voulant pas réveiller sa mère qui avait finalement trouvé le sommeil après des heures d'inquiétude. Il laissa un petit mot sur la table. « Ne t'inquiète pas, maman. Je serai prudent. Je rentrerai pour le souper avec de bonnes nouvelles. » Le village était encore endormi lorsqu'Antoine traversa la place principale. Seul le boulanger était déjà à l'ouvrage et l'odeur du pain frais emplissait l'air frais du matin. Antoine inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Quand il arriva au campement du cirque, il fut surpris de constater que l'activité y était déjà intense. Les artistes répétaient leurs numéros, les roulottes étaient ouvertes pour aérer, et les animaux étaient nourris par des employés à l'air ensommeillé. « Ah, te voilà !» s'exclama Éléonore en l'apercevant. « J'avoue que je me demandais si tu reviendrais. »« J'ai promis que je le ferais, » répondit simplement Antoine. Éléonore sourit, visiblement impressionnée par la détermination du garçon. « Monsieur Philippe t'attend près de l'enclos de Tempête. Il est là depuis l'aube, à observer le cheval. Je crois qu'il espère presque que tu ne viendras pas, pour ne pas avoir à risquer la vie d'un enfant. »« Je ne suis plus un enfant, » répliqua Antoine avec une fierté tranquille. « Pas depuis que mon père est parti. » Le regard d'Éléonore s'adoucit, empreint de compréhension et d'une certaine tristesse. « Non, je suppose que tu ne l'es plus. »« Viens, je t'accompagne. » En approchant de l'enclos de Tempête, Antoine sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Mais cette fois, était plus de l'excitation que de la peur. Il aperçut Monsieur Philippe, debout près de la barrière, observant l'étalon noir qui semblait plus calme que les jours précédents. « Bonjour, Monsieur Philippe », salua poliment Antoine. Le directeur du cirque se retourna, surpris. « Antoine, tu es venu ?» Il y avait dans sa voix un mélange de soulagement et d'appréhension. « J'espère que tu as bien réfléchi à ce que tu t'apprêtes à faire. »« J'y ai réfléchi toute la nuit, monsieur, » affirma Antoine. « Et je suis prêt. » Une petite foule était déjà rassemblée autour de l'enclos de Tempête. La nouvelle qu'un jeune garçon du village allait tenter d'approcher l'étalon indomptable était répandue comme une traînée de poudre parmi les membres du cirque.
Gustave se tenait à l'écart, son visage buriné, ne trahissant aucune émotion, mais ses yeux ne quittaient pas Antoine. Quelques artistes murmuraient entre eux, certains plaçant même des paris sur l'issue de cette tentative. « Es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça ?» demanda une dernière fois M. Philippe, sa voix trahissant son inquiétude, malgré ses espoirs de voir enfin Tempête se calmer. Antoine hocha simplement la tête. Il observait l'étalon noir qui, étrangement, semblait plus paisible que les jours précédents. Tempête se tenait au centre de l'enclos, sa puissante silhouette se détachant dans la lumière matinale, ses oreilles pivotant dans la direction d'Antoine comme s'il reconnaissait sa présence. « Très bien, » soupira M. Philippe. « Nous allons procéder de la façon la plus sécurisée possible. Gustave et 2 autres hommes se tiendront prêts à intervenir au moindre signe de danger. »« Non, » intervint Antoine, avec une assurance surprenante. « Et personne d'autre ne doit être dans l'enclos. Tempête doit sentir que je lui fais confiance. » Éléonore échangea un regard inquiet avec M. Philippe. « Antoine, c'est de la folie. Ce cheval est imprévisible. »« Pas avec moi, » affirma le garçon avec une conviction qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Après un long moment d'hésitation, M. Philippe acquiesça lentement. « D'accord, mais à la première alerte, tu sors immédiatement. Et nous aurons des hommes postés tout autour de l'enclos, prêts à intervenir. » Antoine approuva d'un signe de tête, puis se dirigea vers la porte de l'enclos. Gustave s'approcha et lui tendit quelque chose, un petit morceau de sucre. « Les chevaux aiment les douceurs, » dit-il simplement. « Ça pourrait t'aider. » Antoine remercia le vieil homme d'un sourire reconnaissant et glissa le sucre dans sa poche. Puis, sous le regard tendu de l'assistance, il ouvrit la porte de l'enclos et entra dans l'antre de la bête. Le temps sembla se figer. Tempête, qui avait observé toute la scène avec une attention soutenue, redressa sa tête majestueuse. Ses naseaux s'élargirent, captant l'odeur du garçon qui venait d'envahir son espace. Antoine resta immobile, respirant calmement, son regard fixé sur celui du cheval. « Bonjour, Tempête », dit-il doucement, sa voix à peine audible pour les spectateurs. « Je m'appelle Antoine. » Les oreilles de l'étalon pivotèrent vers l'avant, captant chaque syllabe. Un frémissement parcourut son corps puissant, mais il ne fit aucun mouvement agressif. Lentement, avec une infinie précaution, Antoine fit un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement était délibéré, mesuré, respectueux. Il ne quittait pas des yeux ceux de Tempête, maintenant une connexion silencieuse qui semblait transcender les barrières entre l'homme et l'animal. « C'est incroyable », murmura Éléonore à Gustave. « Il n'a pas encore chargé. »« Regarde ses oreilles », répondit le vieil homme. « Elles sont pointées vers l'avant. Il écoute le garçon. » Antoine continuait d'avancer, pas à pas. La distance entre lui et Tempête diminuait progressivement. 10 mètres. 8 mètres. 5 mètres. Le cheval restait immobile, comme hypnotisé par la présence calme et assurée du jeune garçon. « Je sais que tu as peur, » continuait Antoine, sa voix douce mais ferme. « Je sais que tu ne comprends pas pourquoi tu es ici, loin de chez toi. Je sais ce que c'est, de se sentir perdu et abandonné. » Ces mots, prononcés avec une émotion authentique, semblèrent toucher quelque chose en Tempête. L'animal baissa légèrement la tête dans un geste qui ressemblait presque à de la soumission. Antoine N était plus qu'à 2 mètres de l'imposant étalon. Il s'arrêta, ne voulant pas pousser sa chance trop loin. Lentement, il tendit sa main, paume vers le haut, reproduisant le geste qui avait établi leur premier contact la veille. Le silence qui enveloppait l'enclos était si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Monsieur Philippe, Éléonore, Gustave et tous les autres retenaient leur souffle, conscients d'assister à un moment exceptionnel. Tempête hésita un instant, qui parut une éternité. Puis, avec une grâce surprenante pour un animal de cette taille,
Il fit un pas vers Antoine. Son souffle chaud caressa la paume du garçon. Et soudain, incroyablement, il posa ses naseaux contre la main tendue. Un murmure de étonnement parcourut l'assistance. Certains se signèrent comme s'ils venaient d'assister à un miracle. Encouragé par ce succès, Antoine sortit de sa poche le morceau de sucre que Gustave lui avait donné. Il l'offrit à Tempête sur sa paume ouverte. Elle, étalon, renifla la friandise avec curiosité, puis la prit délicatement entre ses lèvres, sans jamais faire de mouvement brusque. « C'est bien », murmura Antoine, un sourire illuminant son visage. « Là, tu vois, ce n'est pas si terrible. » Doucement, très doucement, il leva son autre main et la posa sur l'encolure du cheval. Tempête tressaillit légèrement mais ne recula pas. Antoine commença à le caresser avec des gestes lents et réguliers, sentant sous ses doigts la puissance contenue dans les muscles de l'animal. « Il l'a fait », souffla Monsieur Philippe, incrédule. « Et ce garçon a réussi là où tous les autres ont échoué. » Éléonore ne répondit pas, trop émue par la scène qui se déroulait devant elle. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la vision de ce jeune garçon chétif qui avait réussi à apprivoiser cette force de la nature par la seule gentillesse et la compréhension. À l'intérieur de l'enclos, Antoine continuait de parler doucement à Tempête, lui racontant des histoires sur le village, sur sa mère, sur les rêves qu'il nourrissait pour un avenir meilleur. Le cheval, elle, écoutait, immobile, comme s'il comprenait chaque mot. 1 heure était écoulée et Antoine était toujours dans l'enclos avec Tempête. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée s'était transformé en une démonstration extraordinaire de confiance mutuelle. Le garçon était maintenant assis sur une botte de foin, tandis que elle, étalon noir, se tenait paisiblement à côté de lui, son museau effleurant parfois l'épaule d'Antoine comme pour s'assurer de sa présence. Monsieur Philippe, qui n'avait pas quitté son poste d'observation, fit finalement signe à Antoine de sortir. Le garçon se leva lentement, caressa une dernière fois l'encolure de Tempête, puis se dirigea vers la porte de l'enclos. Elle, étalon, le suivit quelques pas avant de s'arrêter, comme s'il comprenait que leur temps ensemble touchait à sa fin pour le moment. Lorsqu'Antoine émergea de l'enclos, il fut accueilli par un silence respectueux, presque révérencieux. Puis, soudainement, des applaudissements éclatèrent. Les membres du cirque, qui avaient assisté à cette scène incroyable, exprimaient leur admiration et leur soulagement. C'était extraordinaire, balbutia Monsieur Philippe, visiblement ému. Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans de métier. Antoine, encore sous le charme de son expérience avec Tempête, semblait presque surpris par toute cette attention. Il avait juste besoin qu'on écoute, dit-il simplement. Qu'on respecte sa peur. Éléonore s'approcha et enveloppa spontanément Antoine dans une étreinte chaleureuse. « Tu es incroyable, tu le sais ça ?» murmura-t-elle à son oreille. Gustave, plus réservé mais tout aussi impressionné, se contenta de hocher la tête avec approbation. « Le garçon a un don, dit-il à personne en particulier. »« Un vrai don. » Monsieur Philippe, qui s'était momentanément éloigné, revint avec une petite bourse en cuir qu'il tendit à Antoine. « Voici les 200 francs promis, » annonça-t-il solennellement. « Tu les as plus que mérités. » Antoine prit la bourse, sentant son poids réconfortant dans sa main. Jamais il n'avait possédé autant d'argent. Avec cette somme, sa mère et lui pourraient enfin sortir de la misère qui les étranglait depuis des années. « Merci, monsieur », dit-il, la voix légèrement tremblante de émotion. « Ce n'est que justice », répondit le directeur du cirque. Puis, se raclant la gorge, « Maintenant, parlons de ton avenir. Je t'ai également promis un emploi permanent au cirque. Es-tu toujours intéressé ?» Le cœur d'Antoine fit un bond dans sa poitrine. Travailler au cirque, voyager, découvrir le monde au-delà des limites étriquées de Saint-Éphrem-en-Beauce. C'était un rêve qu'il n'avait jamais osé formuler. « Oui, monsieur », répondit-il avec enthousiasme. «
Mais ma mère, ta mère est bien évidemment la bienvenue, assura M. Philippe. Nous avons toujours besoin de personnes compétentes pour s'occuper des costumes, de la cuisine et de 1000 autres tâches. Antoine hocha la tête, reconnaissant. Il imaginait déjà la réaction de sa mère lorsqu'il lui annoncerait la nouvelle. Une vie meilleure s'ouvrait enfin devant eux. Alors c'est décidé, conclut M. Philippe en lui tendant la main pour sceller leur accord. Bienvenue au Cirque lumineux, Antoine Beaumont. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Antoine fut présenté officiellement à tous les membres du cirque, depuis les acrobates jusqu'aux cuisiniers. Chacun l'accueillit avec chaleur, impressionné par ce qu'il avait accompli avec Tempête. « Dès maintenant, annonça M. Philippe en fin d'après-midi, il est temps de voir si Tempête acceptera d'être montée. » Un murmure inquiet parcourut l'assistance. Une chose était d'approcher le cheval, une autre de tenter de le monter. « N'est-ce pas un peu prématuré ?» intervint Éléonore, préoccupée. Antoine vient à peine d'établir un contact avec lui. « Le spectacle est demain », rappela M. Philippe, retrouvant son pragmatisme de directeur. « Si nous voulons présenter Tempête, il faut savoir s'il acceptera un cavalier. Et visiblement, le seul cavalier qu'il tolérera, c'est Antoine. » Antoine, qui écoutait cet échange, sentit une vague d'appréhension le traverser. Une chose était de caresser Tempête, de lui parler, de gagner sa confiance. Mais le monter, il n'avait jamais chevauché de sa vie, hormis les quelques fois où M. Lambert l'avait laissé s'asseoir sur son vieux percheron. « Je ne sais pas monter », admit-il, embarrassé. Gustave posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas une question de technique, petit, c'est une question de confiance. » « Et Tempête te fait confiance. » Antoine regarda vers l'enclos où elle, étalon noir, se tenait tranquillement, comme s'il attendait son retour. Il prit une profonde inspiration. « D'accord, dit-il finalement, je vais essayer. » Quelques minutes plus tard, Antoine était de nouveau dans l'enclos. Cette fois, Gustave l'avait accompagné, portant une simple selle légère. Tempête observait leur approche avec curiosité, mais sans la moindre agressivité. « Parle-lui, » conseilla doucement Gustave. « Explique-lui ce que nous allons faire. » Antoine s'approcha de Tempête et commença à lui parler à voix basse, caressant son encolure, lui expliquant qu'ils allaient essayer quelque chose de nouveau. Elle, étalon, elle, écoutait attentivement, ses oreilles pointées vers l'avant, ses yeux intelligents fixés sur le garçon. Avec des gestes infiniment précautionneux, Gustave présenta la selle à Tempête, la laissant renifler le cuir, se familiariser avec cet objet étranger. Puis, sous la direction d'Antoine qui continuait de murmurer des mots rassurants, il la posa délicatement sur le dos du cheval. À la surprise générale, Tempête accepta la selle sans broncher. Il tressaillit légèrement lorsque la sangle fut serrée sous son ventre, mais le murmure constant d'Antoine semblait le maintenir dans un état de calme inhabituel pour un cheval considéré comme indomptable quelques heures plus tôt. « Maintenant, » dit Gustave à voix basse, « tu vas monter, lentement, je vais t'aider. » Antoine hocha la tête, le cœur battant la chamade. Monter sur le dos de cette créature majestueuse semblait soudain terriblement intimidant. Tempête était si grand, si puissant, un simple mouvement de sa part pourrait projeter le garçon au sol et le blesser gravement. « N'aie pas peur », chuchota Gustave, percevant son hésitation. « Les chevaux sentent la peur. Montre-lui que tu as confiance en lui. » Antoine inspira profondément et s'approcha du flanc de Tempête. Il posa une main sur l'encolure du cheval, maintenant le contact visuel avec lui. « Je vais monter sur ton dos, Tempête, » dit-il doucement. « Je ne te ferai pas mal, je te le promets. » Avec l'aide de Gustave, qui lui fit la courte échelle, Antoine se hissa maladroitement sur la selle. Le monde semblait soudain très différent vu de cette hauteur. Il sentait sous lui la puissance contenue de l'animal, la chaleur de son corps,
le léger mouvement de sa respiration. Tempête resta immobile un instant, s'habituant à cette nouvelle sensation d'un poids sur son dos. Puis il tourna légèrement la tête, comme pour vérifier qui était ce cavalier qui osait le monter. « C'est moi, Tempête !» rassura Antoine. « C'est juste moi !» Elle et Talon sembla se détendre à ces mots. Gustave, qui avait retenu son souffle, exhala lentement. « Bien, dit-il. Maintenant, prends les rênes. » Doucement, Antoine saisit les lanières de cuir comme le lui indiquait Gustave. Ses mains tremblaient légèrement. « Excellent, approuva le vieil homme. Maintenant, presse légèrement tes jambes contre ses flancs, très légèrement. » Antoine s'exécuta et Tempête, comprenant l'instruction, commença à avancer d'un pas tranquille. Un frisson d'excitation parcourut l'échine du garçon. Il était en train de monter Tempête, elle et Talon indomptables. À l'extérieur de l'enclos, M. Philippe, Éléonore et les autres membres du cirque observaient la scène avec une incrédulité émerveillée. « C'est un miracle », murmura Éléonore, les larmes aux yeux. « Un véritable miracle ». Antoine guidait maintenant Tempête autour de l'enclos, prenant progressivement confiance. Le cheval répondait à ses indications avec une docilité surprenante, comme s'il avait toujours connu ce cavalier. « Essaie de le faire trotter », suggéra Gustave après quelques minutes. « Presse un peu plus fort avec tes jambes. » Antoine obéit et Tempête passa au trot. Le garçon fut d'abord secoué par ce nouveau rythme, mais s'adapta rapidement, trouvant instinctivement comment suivre le mouvement du cheval. « Il est né pour ça », commenta M. Philippe, visiblement impressionné. « Regardez comme il trouve naturellement son équilibre. » Après une vingtaine de minutes d'exercice, Gustave fit signe à Antoine de ramener Tempête vers lui. Le garçon dirigea l'étalon au centre de l'enclos et mit pied à terre avec l'aide du vieil homme. « C'était incroyable !» haleta Antoine, encore étourdi par l'expérience. « Tu as un don, petit !» confirma Gustave en tapotant son épaule. « Un don véritable !» Lorsqu'ils sortirent de l'enclos, Antoine fut accueilli comme un héros. Monsieur Philippe l'enlaça avec enthousiasme, Éléonore l'embrassa sur la joue et même les artistes les plus blasés vinrent le féliciter. « Demain, » déclara solennellement Monsieur Philippe, « tu seras la vedette de notre spectacle d'ouverture. Antoine Beaumont est le étalon indomptable des... » Les gens viendront de tous les villages alentours pour voir ça. Antoine sourit timidement, à la fois excité et intimidé par cette perspective. Puis il se souvint de sa mère. « Je dois rentrer, » dit-il soudainement. « Ma mère va s'inquiéter. »« Bien sûr, » acquiesça M. Philippe, « mais reviens tôt demain matin. Nous devons préparer ton numéro. » Antoine acquiesça et, après avoir jeté un dernier regard à Tempête, qui l'observait par-dessus la barrière de l'enclos, il se dirigea vers le village. La bourse contenant les 200 francs pesait agréablement contre sa poitrine, nichée en sécurité dans la poche intérieure de sa veste. Le soleil commençait à décliner lorsqu'Antoine atteignit sa chaumière. Il trouva sa mère assise à la table, son visage marqué par l'inquiétude. « Antoine !» s'écria-t-elle en se levant d'un bond. J était morte d'inquiétude. Madame Lefebvre m'a dit qu'elle t'avait vu entrer dans l'enclos de ce cheval sauvage. « Maman !» commença Antoine, ne sachant pas par où commencer pour expliquer tout ce qui s'était passé. Finalement, il sortit la bourse et la posa sur la table. « J'ai réussi !» Marguerite regarda la bourse, puis son fils, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Tu as vraiment... » « Oui, » confirma Antoine. « J'ai calmé Tempête. Je l'ai même monté. Et Monsieur Philippe m'a offert un emploi permanent au cirque. À toi aussi, si tu veux venir avec moi. » Marguerite s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est tellement soudain. » Antoine s'approcha et prit les mains de sa mère dans les siennes. « C'est notre chance, maman. Une nouvelle vie. Loin de la pauvreté, loin des souvenirs douloureux. Nous pourrions voyager, voir le monde. Mais notre maison, objecta faiblement Marguerite.
Antoine regarda autour de lui, observant les murs délabrés, le toit qui fuyait dès qu'il pleuvait, le sol en terre battue. « Ce n'est pas une maison, maman. C'est juste l'endroit où nous survivons depuis que papa est parti. » Le jour du spectacle inaugural se leva sur Saint-Éphrem-en-Beauce, baignant le village d'une lumière dorée qui semblait de bon augure. Dès l'aube, Antoine était au cirque, préparant Tempête pour leur grande première. Le garçon avait à peine dormi, son esprit bouillonnant d'anticipation et d'une légère appréhension. « Nerveux ?» demanda Éléonore, en lui tendant un costume qu'elle avait confectionné spécialement pour lui durant la nuit. C était une tenue simple, mais élégante. Une chemise blanche aux manches bouffantes, un gilet noir orné de fils d'argent et un pantalon assorti. « Un peu », admit Antoine en prenant le costume. « Et si Tempête panique devant la foule ?» Éléonore sourit avec douceur. « Il te fait confiance. Tant que tu resteras calme, il le sera aussi. » Antoine hocha la tête, reconnaissant pour ses paroles rassurantes. Il jeta un regard vers l'enclos où Tempête broutait paisiblement, si différent de la créature sauvage et terrifiante qu'il avait été seulement 2 jours auparavant. Pendant ce temps, dans la chaumière des Beaumont, Marguerite contemplait les 200 francs étalés sur la table. Après le départ d'Antoine à l'aube, elle avait sorti l'argent de la bourse, touchant chaque pièce comme pour s'assurer de leur réalité. Cette somme représentait bien plus que de l'argent, c'était l'espoir d'une nouvelle vie, la possibilité de échapper enfin à la misère qui les étranglait depuis des années. La veille au soir, après le départ d'Antoine pour le cirque, elle avait longuement réfléchi à la proposition de M. Philippe. Quitter Saint-Éphrem-en-Beauce signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait, mais aussi toutes les humiliations subies depuis le départ de son mari. Les regards de pitié, les commentaires à peine voilés, les refus de crédit à la boulangerie quand elle n'avait pas assez pour payer le pain. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. C était Madame Rousseau, elle, épouse du maire, pour qui elle lavait habituellement le linge le jeudi. « À Marguerite », commença la femme avec son habituelle condescendance, « vous n'êtes pas venue chercher mes rideaux hier. J'espère que vous n'avez pas oublié notre arrangement. » Marguerite se redressa lentement, une nouvelle assurance dans son regard. « Non, Madame Rousseau, je n'ai pas oublié, mais je ne pourrai plus m'occuper de votre linge désormais. » Le visage de la notable se crispa de surprise. « Comment ? » « Mais enfin, Marguerite, vous savez bien que personne d'autre au village ne sait traiter correctement la dentelle de Bruxelles. »« Je suis désolée, » répondit simplement Marguerite. « Mon fils et moi partons bientôt, nous rejoignons le cirque lumineux. » Madame Rousseau la dévisagea comme si elle avait perdu l'esprit. « Le cirque ? Vous abandonnez votre maison pour rejoindre ces vagabonds ?» Marguerite sourit, nullement offensée. « Mais ces vagabonds, comme vous dites, ont reconnu le talent exceptionnel de mon fils, et ils m'offrent une place parmi eux, avec un vrai salaire et une vraie dignité. » La notable resta sans voix, puis tourna les talons en marmonnant des paroles outragées. Marguerite ferma doucement la porte derrière elle, se sentant étrangement légère. Sa décision était prise. Au cirque, les préparatifs pour le spectacle battaient leur plein. Le chapiteau principal avait été décoré de guirlandes colorées et les villageois commençaient déjà à affluer, attirés par les rumeurs d'un numéro exceptionnel impliquant elle étalon sauvage que personne n'avait pu dompter. Antoine, vêtu de son nouveau costume, était maintenant dans l'enclos avec Tempête. Gustave l'aidait à préparer le cheval, brossant sa robe noire jusqu'à ce qu'elle brille comme de l'ébène sous le soleil, tressant des rubans argentés dans sa crinière et sa queue. « Tu es magnifique », murmura Antoine à l'oreille de Tempête, caressant son encolure musclée. « Nous allons leur montrer ce que nous savons faire, toi et moi. » Elle étalon hennit doucement, comme s'il comprenait et approuvait ses paroles. Monsieur Philippe apparut à l'entrée de l'enclos, resplendissant dans son costume rouge de maître de cérémonie. « Prêt, Antoine !»
Vous passerez en dernier, comme l'attraction principale. » Antoine hocha la tête, sentant l'excitation supplanter peu à peu la nervosité. « Nous sommes prêts, monsieur Philippe. » À mesure que l'heure du spectacle approchait, le chapiteau se remplissait. Presque tout le village semblait s'être donné rendez-vous pour assister à cet événement extraordinaire. Marguerite arriva parmi les derniers, vêtue de sa seule robe du dimanche, légèrement usée mais proprement repassée. Elle s'installa sur l'un des bancs de bois, le cœur battant à l'idée de voir son fils sous les projecteurs. « Votre garçon a fait quelque chose d'extraordinaire », lui dit une voix à côté d'elle. Marguerite se tourna et découvrit Éléonore, qui s'était assise à ses côtés. « Vous devez être Éléonore », répondit-elle avec un sourire timide. « Antoine m'a beaucoup parlé de vous. »« Et il nous a beaucoup parlé de vous », répondit la femme du cirque. « Vous avez élevé un fils remarquable, Madame Beaumont. » Les lumières éteignirent soudain, ne laissant que la piste centrale, illuminée par des lampes à huile. Monsieur Philippe fit son entrée, accueilli par les applaudissements enthousiastes du public. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il de sa voix puissante, « bienvenue au cirque lumineux où l'impossible devient possible et où les rêves prennent vie sous vos yeux émerveillés. » Le spectacle commença, présentant successivement jongleurs, acrobates, contorsionnistes et clowns. Chaque numéro était accueilli par des exclamations admiratives et des applaudissements nourris. Mais l'impatience était palpable. Tout le monde attendait le fameux numéro de « Les talons indomptables ». Finalement, après une parade d'éléphants qui fit la joie des enfants, Monsieur Philippe revint au centre de la piste. « Et maintenant, mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix vibrante de émotion, « le cirque lumineux est fier de vous présenter un numéro unique au monde. Un miracle que vous seul aurez le privilège de contempler ce soir. L'histoire d'un cheval que nul ne pouvait approcher et d'un garçon de votre village qui a accompli l'impossible. Voici. Antoine Beaumont et Tempête, elle étalon noir. Les rideaux s'écartèrent et Antoine apparut, monté sur Tempête. Elle étalon noir, sa robe luisante sous les lumières, sa crinière ornée de rubans argentés, ondulant au rythme de ses mouvements, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Antoine, droit sur sa selle, vêtu de son costume étincelant, ne ressemblait plus au garçon chétif et timide que connaissaient les villageois. Il y avait dans son port, dans son regard, une assurance nouvelle, une dignité qui impressionna jusqu'à ceux qui l'avaient toujours considéré avec indifférence. Un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Marguerite porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux devant la métamorphose de son fils. Antoine et Tempête entamèrent leur numéro, élaboré la veille avec l'aide de Gustave. Les talons trottaient avec grâce autour de la piste, répondant aux plus légers des signaux de son jeune cavalier. Ils exécutèrent des figures de dressage que même des chevaux entraînés pendant des années auraient eu du mal à reproduire. « C'est extraordinaire », murmura quelqu'un près de Marguerite. « On dirait qu'ils se comprennent sans même avoir besoin de communiquer. » Et c'était vrai. Il y avait entre le garçon et le cheval une harmonie parfaite, une compréhension mutuelle qui transcendait les barrières entre l'homme et l'animal. Chaque mouvement de Tempête semblait anticiper les désirs d'Antoine, et chaque geste du garçon témoignait d'un respect profond pour la puissance et l'intelligence de sa monture. Le point culminant du numéro approchait. Antoine devait faire cabrer Tempête au centre de la piste, une figure spectaculaire qui démontrerait définitivement leur parfaite maîtrise. Gustave et lui avaient pratiqué ce mouvement à peine quelques heures plus tôt, et bien que l'étalon l'ait exécuté correctement, Antoine sentait qu'il restait encore quelques réticences. Alors qu'il s'approchait du centre de la piste, Antoine se pencha vers l'oreille de Tempête. « Ensemble », murmura-t-il. « Nous le faisons ensemble ». Il pressa légèrement ses jambes contre les flancs de l'animal et tira doucement sur les rênes. Tempête hésita un instant, puis, dans un mouvement d'une grâce saisissante, se dressa sur ses pattes arrière,
ses antérieurs battant l'air, sa silhouette noire se détachant majestueusement contre la lumière. Des exclamations admiratives fusèrent de toutes parts. Jamais les habitants de Saint-Éphrem-en-Beauce n'avaient assisté à un tel spectacle. Mais au moment où Tempête allait redescendre, un événement imprévu se produisit. Un homme ivre, qui avait réussi à se faufiler sous le chapiteau avec une bouteille, la laissa tomber. Le bruit de verre brisé, amplifié par l'acoustique du chapiteau, résonna comme un coup de feu. Tempête, encore traumatisé par ses expériences passées, paniqua. Il retomba brutalement sur ses 4 jambes et se cabra à nouveau, cette fois de façon incontrôlée. Antoine, pris par surprise, sentit sa prise sur les rênes se relâcher. Il vacilla, perdant presque l'équilibre. Des cris d'effroi se élevèrent du public. Marguerite se leva d'un bond, le visage déformé par la terreur. Éléonore agrippa son bras, l'empêchant de se précipiter sur la piste. « Antoine !» cria Marguerite, impuissante. Dans ce moment de chaos, alors que tous craignaient pour la vie du garçon, Antoine fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de s'accrocher désespérément à la selle ou de tenter de maîtriser Tempête par la force, il lâcha complètement les rênes et se pencha en avant, enlaçant le coup puissant de aile et talons. « Tout va bien », murmura-t-il à l'oreille de Tempête, sa voix étrangement calme malgré le danger. « Je suis là. Nous sommes ensemble. Personne ne te fera de mal. » Le temps sembla se suspendre. Tempête, qui continuait à piétiner nerveusement, ses yeux roulants de frayeur, sembla entendre ces paroles rassurantes au milieu du tumulte. Petit à petit, ses mouvements désordonnés se calmèrent. Ses oreilles, plaquées en arrière sous l'effet de la peur, se redressèrent lentement, attentives à la voix d'Antoine qui continuait à lui parler doucement, inlassablement. Finalement, Aile et Talons s'immobilisa complètement, tremblant encore légèrement mais maîtrisé. Antoine se redressa sur sa selle et caressa l'encolure moite de Tempête, lui témoignant sa confiance et sa gratitude. Un silence absolu régnait maintenant sous le chapiteau. Puis, comme une vague déferlante, les applaudissements éclatèrent, plus forts, plus sincères que pour n'importe quel autre numéro de la soirée. Ce n'était plus seulement l'admiration pour un tour bien exécuté, mais la reconnaissance d'avoir assisté à quelque chose de véritablement extraordinaire. Un moment de connexion pure entre un humain et un animal. Une démonstration de confiance et d'amour qui transcendait les mots. Antoine, réalisant seulement maintenant le danger qu'il avait couru, salua modestement la foule. Ses yeux cherchèrent et trouvèrent ceux de sa mère qui pleurait maintenant sans retenue, son visage illuminé d'un mélange de soulagement et de fierté. Monsieur Philippe, qui avait retenu son souffle comme tous les autres, s'avança dans la piste pour conclure le numéro. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il d'une voix tremblante de émotion, Antoine Beaumont et Tempête. Les applaudissements redoublèrent, accompagnés maintenant d'acclamations et de vivas. Antoine guida Tempête vers la sortie, saluant une dernière fois le public. Dans les coulisses, Gustave l'attendait, les yeux brillants. « Tu l'as fait, petit ?» dit-il simplement, en l'aidant à descendre. « Ou tu l'as vraiment fait ?» Éléonore et Marguerite les rejoignirent rapidement. La mère d'Antoine le serra dans ses bras avec une force que sa frêle silhouette ne laissait pas soupçonner. « J'ai eu si peur », murmura-t-elle contre ses cheveux. « Mais tu as été si courageux », compléta Éléonore. « Plus que beaucoup d'hommes adultes que j'ai connus. » Antoine sourit, encore étourdi par l'adrénaline et l'émotion. « C'est Tempête qui a été courageux », dit-il en caressant le museau de l'étalon qui se tenait paisiblement à côté de lui. « Il a surmonté sa peur parce qu'il me fait confiance. » Monsieur Philippe les rejoignit, son visage habituellement impassible, illuminé par un sourire radieux. « Un triomphe !» s'exclama-t-il. « Un véritable triomphe. Avec un numéro pareil, nous ferons salle comble partout où nous passerons. » Il se tourna vers Marguerite, soudain plus sérieux. «
Madame Beaumont, votre fils est exceptionnel. J'espère que vous accepterez de nous accompagner dans notre tournée. Nous partons après-demain pour Limoges, puis Bordeaux, et ensuite Paris. Marguerite regarda son fils, puis Tempête, puis les visages bienveillants qui les entouraient, Éléonore, Gustave, et même le pragmatique Monsieur Philippe, dont les yeux reflétaient maintenant une chaleur sincère. « Oui, dit-elle simplement, nous vous accompagnerons. » Épilogue. 5 années écoulèrent. Le cirque lumineux avait grandi en renommée, en grande partie grâce au numéro vedette d'Antoine Beaumont et de son étalon noir Tempête. Il cesse était produit dans toutes les grandes villes de France, et même à Londres et à Barcelone. Antoine, maintenant âgé de 17 ans, était devenu un jeune homme élancé et assuré. Sa connaissance innée des chevaux était transformée en une véritable expertise, et il supervisait désormais tous les numéros équestres du cirque. Marguerite avait trouvé sa place, elle aussi. Son habileté avec l'aiguille l'avait rapidement propulsée au poste de costumière principale. Ses créations, élégantes et innovantes, contribuaient grandement au succès visuel des spectacles. Par un beau jour de printemps, alors que le cirque s'installait aux abords de Saint-Éphrem-en-Beauce pour la première fois depuis leur départ, Antoine conduisit Tempête jusqu'à leur ancienne chaumière. La petite maison était maintenant abandonnée, ses murs s'effritant sous l'assaut des intempéries, son toit à moitié effondré. « C'est ici que tout a commencé », dit Antoine à l'étalon, caressant son encolure. « Qui aurait cru que nos vies changeraient à ce point ?» Tempête hennit doucement, comme s'il comprenait. « Antoine !» appela une voix derrière lui. Le jeune homme se retourna pour voir Éléonore qui approchait, accompagnée d'un homme qu'il reconnut immédiatement malgré les années écoulées, Monsieur Lambert, le fermier qui l'employait autrefois pour s'occuper de ses chèvres. « Monsieur Lambert !» salua-t-il avec chaleur. Le vieil homme le contempla avec émerveillement. « Je n'arrive pas à croire que c'est toi, petit Antoine. J'ai vu ton nom sur les affiches, mais je n'étais pas sûr qu'il s'agissait bien du même garçon. »« C'est bien moi, » confirma Antoine en souriant. « Grâce à Tempête, ma vie a changé. Et pas seulement la tienne, » intervint Éléonore. « Tu as transformé le cirque lumineux. » Monsieur Philippe dit